parti. Donc le thème, voilà, on en a parlé, l'élaboration budgétaire avec Power BI et Excel. On va remettre un petit peu tout ça dans le contexte juste après. Tout d'abord, présentation des éléments du club Power BI. Comme d'habitude, on va passer très très vite là-dessus. Donc le club Power BI, s'il y a une seule chose à retenir, c'est cette adresse, clubpowerbi.com. On a tous les éléments. Vous aurez accès au meet-up, au forum de la communauté francophone de Power BI. Et à tous les éléments dont vous avez besoin. Tout se situe ici, c'est le point d'entrée unique. Power BI, le club Power BI, c'est également des communautés locales. Donc on en a de plus en plus. Il a été fondé à l'origine par Tristan et Jean-Pierre de la communauté de Paris. Mais nous avons également Guillaume et Julie pour Lille, pour la Belgique, Isabelle et Arnaud. Donc nous avons des communautés à Strasbourg, Lyon, Aix-Marseille et Bordeaux. Avec le retour en présentiel, ça fait de plus en plus sens d'avoir ces communautés vraiment, vraiment locales pour faire vivre un petit peu les échanges sur ces technologies. Vous noterez que Nantes est pour l'instant la seule communauté où on n'a qu'une seule personne. Donc, si vous êtes passionné des technologies Power BI, si vous êtes susceptible d'être speaker pour certaines sessions ou de vouloir animer ces communautés organisées, n'hésitez pas en tout cas à prendre contact avec moi. On pourra échanger à ce sujet. Au niveau du calendrier, le prochain événement, c'était notre nouveau format qui est de moins en moins nouveau puisque c'est déjà la 5e édition, le Club Power BI, l'émission, un format court avec un échange entre plusieurs organisateurs sur les dernières évolutions de Power BI, puisqu'il y a une release par mois, donc l'émission par mois. La prochaine aura lieu le 31 mars. Et puis ensuite, on aura 2 sujets au mois d'avril, avec un REX à Paris, SSAS versus Power BI Dataset, et puis un point spécifique à Marseille sur les pipelines de déploiement. Ça, c'est pour le calendrier. Donc on va pouvoir démarrer maintenant vraiment le cœur du sujet pour aujourd'hui. Donc comme je vous disais, hein, surtout que je suis seul speaker ce soir, donc n'hésitez vraiment pas à lever la main à participer puisque ça rendra beaucoup plus vivant et dynamique la présentation. Puis ça me permettra de savoir si je vous ai perdu à un endroit ou si vous êtes toujours ou si vous suivez toujours. Et puis comme ça vous permettra à vous de creuser les points qui vous intéressent le plus. Alors, de quoi on va parler? Donc, simplement pour remettre un petit peu en contexte, l'élaboration budgétaire. Donc, bon, si vous êtes là, je vois qu'il y en a beaucoup de DAF à temps partagé, de contrôleurs de gestion, d'experts comptables. Donc ça vous parle. Je ne vais pas m'étendre plus que ça sur le sujet. C'est un processus porté par les fonctions finance qui vise à collecter un certain nombre de données au sein de l'organisation, des données métiers, des données finances, qui sont souvent des données passées, en vue d'établir des prévisions. C'est vraiment la deuxième grande étape. Donc, on va appliquer des formules de calcul, appliquer des règles de prévision pour aboutir à un budget. Ce budget sera donc, dans une troisième étape, comparé aux éléments réalisés. Donc là, on va parler d'éléments comptables réels, d'opérations qui sont produites. Et puis, ces réalisations vont permettre d'évaluer si on est plutôt en avance, plutôt en retard sur le budget, et auquel cas d'effectuer des ajustements de prévision, des ajustements budgétaires et de prévoir donc différents forecasts pour savoir à quel niveau on va atterrir. Et donc ce processus peut s'itérer en fonction des organisations, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois dans l'année. On a également, voilà, plus l'environnement est mouvant, voilà, avec les années, la crise sanitaire par exemple, ce sont des années sur lesquelles forcément on réajuste les prévisions plusieurs fois dans l'année en fonction de survenance d'événements extérieurs qu'on vient intégrer en données entrantes à l'étape 1 et on repart pour un cycle. Donc il est important du coup de bien gérer cette partie flux de données sur l'élaboration budgétaire et c'est tout ce qu'on va voir aujourd'hui avec les moyens conférés par principalement Power BI. En pratique, ce flux, enfin ce processus en 4 étapes peut se traduire par l'utilisation d'outils servant à traiter la donnée, effectuer les différents calculs et
présenter. Ah, on a déjà une main levée. Oui, oui, allez-y. Je vous laisse activer votre micro, Amaury, et poser une question. Bonsoir. Première question rapide. Est-ce que dans la présentation que tu vas faire, on va gérer les questions de scénario? Parce que prévoir un budget, très bien. Prévoir des budgets en fonction des scénarios optimistes, moins optimistes, est-ce que ça fait partie de ce qu'on va voir ce soir? Merci. On pourra en parler, oui, tout à fait. Alors, on va vraiment être sur un enchaînement Power BI Excel, donc on verra en quoi c'est adapté à certains cas, moins à d'autres. Les scénarios peuvent être, en fait, on peut créer tout ce qu'on veut. Après, il faudra voir si c'est quelque chose qui est adapté ou pas. Mais effectivement, on pourra en parler tout à l'heure et peut-être même échanger là-dessus au cours de la présentation. On verra au cours de la démo, on pourra faire un peu tout ce qu'on veut. Donc pour poser un peu le contexte, bon, aujourd'hui, on le voit, hein, en fonction des tailles d'organisation, il y a vraiment 2 grandes catégories de processus budgétaires et d'outils associés. On a, le plus présent dans les organisations les moins structurées, taille PME, beaucoup d'Excel, c'est-à-dire qu'on va prendre de la donnée historique, qui va, exister dans des logiciels comptables, dans différents ERP, différents logiciels métiers, d'autres sources, des sources externes, des bases de données publiques dans lesquelles on a besoin de piocher de la donnée pour établir notre budget. Et puis, il va s'enchaîner tout un process entre les différents services, les différentes directions, qui vont reporter assez manuellement les données dans des fichiers Excel, qui vont se parler entre eux et qui ont la grande force d'être totalement adaptables à ce que peuvent proposer au processus pardon, de l'organisation, et donc avec une adaptation au processus de façon très précise. Et on va pouvoir faire à peu près tout ce qu'on veut en termes de calcul, avec par contre un temps passé assez important, beaucoup de manuels pour arriver à un reporting manuel. Et donc là, quand on va devoir gérer les scénarios, les reforecasts, on a beaucoup de temps à passer et c'est assez consommateur de ressources. Deuxième grand groupe de processus budgétaires, ceux basés sur les outils EPM, Enterprise Performance Management, donc là avec des outils dédiés à l'élaboration budgétaire, un processus beaucoup plus cadré. Et du coup, ce process, donc on va avoir des outils qui vont nécessiter un investissement en coût-licence, en temps projet, en maintenance beaucoup plus important, plutôt réservé à des comptes un peu plus structurés, mais qui vont nous permettre en fait d'acquérir toute cette donnée plus ou moins automatiquement, donc soit totalement manuellement par import, soit via des process qu'on appelle ETL, donc avec des flux de données monitorés. Un cube qui va permettre de modéliser, mettre en avant mettre en musique toute cette donnée, la modéliser aux besoins économiques de l'entreprise, et puis une intervention humaine pour gérer justement les différents scénarios, ce qu'on veut mettre dans ce budget, et un dashboard au-dessus, un ou plusieurs dashboards partagés à des utilisateurs. Donc là, avec un process beaucoup moins manuel en fonction des EPL, plus ou moins automatisé, et beaucoup plus sécurisé en termes de fiabilité de données. On ne va pas modifier les fichiers, on va avoir des vrais cubes analytiques et on va pouvoir beaucoup plus facilement refaire des scénarios. Donc ça, c'est vraiment les 2 grandes parties. Donc généralement, le problème qu'on peut rencontrer, c'est qu'entre les deux, existe toute une catégorie d'entreprises, de PME suffisamment structurées pour qui la partie Excel, on aimerait que ça soit un peu plus sécurisé. Mais en termes budgétaires pour l'entreprise ou en termes d'organisation, on n'a pas forcément la maturité pour passer dans un cadre EPM beaucoup plus structuré grand compte, beaucoup plus contraignant et avec un investissement très fort en termes de produits, coût projet, coût licence. Donc c'est vraiment ce qu'on voulait explorer là, c'est est-ce que du coup entre ces deux visions du process budgétaire, est-ce qu'on n'a pas une possibilité d'agir avec Power BI pour sécuriser en partie le process tout en ne basculant pas dans une logique totalement EPM. Donc c'est un peu le challenge et c'est ce qu'on va explorer ce soir. Du coup, le compromis duo Excel Power BI tel qu'on l'a présenté dans le titre de ce meetup, il va falloir mettre en place une architecture Excel Power BI justement pour essayer de
d'atteindre ces objectifs d'élaboration et suivi budgétaire, quand bien même, du coup, on ne parle pas d'un outil qu'on pourrait qualifier totalement de EPM. Hein. On est sur un outil plutôt de BI, avec de la restitution de données multisources, avec de la modélisation, avec des calculs qui peuvent être complexes, mais on n'est pas sur de la planification, replanification, gestion de forecast nativement dans Power BI. Donc, ce qu'on propose ici, c'est d'explorer sur un tout petit modèle restreint de démonstration. Pour pouvoir explorer ça, c'est des techniques qui permettent d'effectuer ces opérations dans Power BI. Donc, on prend l'hypothèse d'une source de données assez classique, comptabilité, données métiers dans différents ERP, et puis tout un tas d'autres données qui peuvent provenir du web, etc. Et là, la partie très classique Power BI, on vient mettre en place l'ETL Dataflow. Donc, pour rappel, hein, Dataflow, c'est Power Query dans le service Power BI, hein, c'est-à-dire qu'on utilise l'ETL et on vient stocker dans ce qui est supporté en sous-jacent un lac de données Azure, hein, mais qui avec une interface très métier, des fichiers à plat qui sont structurés. Donc, c'est le lac de données structuré. Donc là, on a un process complètement BI tel qu'on le connaît dans Power BI. Et ce lac de données alimentant un dataset qui est un cube relationnel avec des calculs et une certaine modélisation servant derrière à faire de la BI. Donc toute la partie haute du flux et la partie classique, données brutes, data lake, dataset, des rapports au-dessus des datasets et toute une gestion du partage sécurisé de l'information via les applications Power BI. Et ce qu'on va venir du coup implémenter au milieu de ce flux, c'est une boucle qui va venir justement supporter ce process budgétaire avec la connexion de fichiers Excel en API à Azure, donc au cube Power BI, ce qui va nous permettre de bénéficier en fait de l'implémentation de l'ensemble des règles de gestion qu'on a pu mettre en place dans le cadre de la BI, puisque on a fait un projet BI, on a investi dans la structuration de nos process, on a investi dans la mise en place d'un cube structuré permettant de sortir les différents KPI pour piloter l'activité. Donc, il serait quand même très intéressant de pouvoir bénéficier de ces KPI pour élaborer notre budget et suivre notre performance budgétaire. Donc, via Excel, on requête le cube, donc par une technique qu'on va justement développer un petit peu plus précisément ce soir. Et on va venir du coup produire de la nouvelle donnée qui est une version du budget qu'on va réingérer dans le lac de données via un data flow qui va venir requêter le Excel. Et du coup, on a cette boucle qui est bien constituée et qui constitue le cœur de ce process budgétaire, acquisition de données externes, modélisation, gestion de création de budget, suivi de la performance par rapport à ce budget, et puis refaire des forecasts lorsque c'est nécessaire. Donc c'est vraiment cette architecture-là. Alors c'est en lien direct avec ce qui a pu se passer lors des derniers meet-up. La semaine dernière à Bordeaux, c'était Power BI et Sage. Donc là, vraiment sur la connexion des données comptables qui nous servira ici pour pouvoir observer le passé. Donc données comptables, comptabilité générale, comptabilité analytique. Et avec un meet-up également à Lille, il y a quelques semaines, dédié justement aux connexions entre Excel et Power BI via l'API Azure qui permet de connecter un dataset à un Excel. Donc, c'est vraiment la synthèse de ces deux techniques-là qui permettent de démarrer un process budgétaire dans Excel Power BI. Donc, on va montrer un petit peu à quoi ça peut ressembler. Et puis, bien sûr, après, il est possible de créer des choses beaucoup plus complexes, beaucoup plus élaborées, jusqu'à la limite d'Excel assez classique. Donc voilà pour la partie présentation, contexte et puis tous les scénarios. Alors, excusez-moi, je vais prendre les questions au fur et à mesure puisque comme on a personne pour gérer le chat ce soir. Tous les scénarios de forecast budgétaire sont implémentés via le fichier Excel. Oui, c'est l'intérêt. Alors, je vais vous montrer tout de suite en démo déjà comment on connecte le Excel, comment on redescend de la donnée. Après, 2-3 petits exemples. Et puis le but, après, c'est de pouvoir créer des Excel beaucoup plus complexes soi-même en fonction des besoins de l'entreprise. Donc, je vais vous partager déjà mon écran et reprendre dans l'ordre. Hop. Alors déjà, pour remettre en contexte, avant d'arriver au Excel, je vais vous parler, alors je vais vous montrer directement dans le desktop, bon, même si c'est un cube qui est publié online.
Je vais vous montrer directement dans le desktop. Voilà, aujourd'hui, ce qu'on peut avoir en termes de restitution des données passées. Donc, on a fait un projet BI et on a dans ce cube de la donnée métier, de la donnée finance. Et donc, c'est vraiment le sous-jacent à tout ça. Donc, on va avoir voilà, ici un suivi de l'activité, de la performance avec certains KPI, le suivi des charges externes ici, un chiffre d'affaires saisonnalisé, différentes périodes qu'on va pouvoir analyser, et toute une partie justement liée à la fonction finance complètement standard, où là, on revient. Donc là, on a de la finance Sage en source. Donc, on revient un petit peu à ce qui s'est dit la semaine dernière à Bordeaux. Une fois qu'on a fait toutes nos connexions Sage, on peut avoir une analyse du BFR, une analyse de nos encaissements clients, de nos antériorités, qu'est-ce qui reste à encaisser. On peut avoir un compte de résultat avec exploitation de l'analytique. Donc là, on a un compte de résultat avec plusieurs activités. Donc, si on veut et plusieurs sites. Donc, si on veut uniquement le compte de résultat d'un des sites ou d'une activité d'un site, on est totalement dynamique à une période donnée versus une autre période donnée. Le bilan également. Donc, en fait, là, on a déjà toute notre donnée financière est déjà présentée dans notre modèle BI. On a aussi de la donnée métier. Et puis, si on revient ici plus en synthèse, on a présenté donc notre donnée financière de façon compta général, état financier, notre donnée financière de façon analytique, et puis on a un troisième référentiel un peu plus particulier qui est managé aussi dans nos sources de données, qui est un référentiel ici vraiment budgétaire, donc qui sert à établir vraiment le budget avec une décomposition en fait des résultats par département et business unit, et puis différents types de clients. Enfin, on peut descendre, on a 6 niveaux d'élaboration budgétaire ici. Donc, on a ici les ventes de véhicules neufs, occasion, un atelier, des pièces de rechange, voilà. Et une absorption de frais directs par ces activités, générant une contribution qui vont ensuite venir absorber les frais généraux. Et puis, on va avoir ensuite des charges financières, des autres revenus. Bon, voilà. Assez classique en décomposition plus budgétaire. On budgète rarement sur la donnée comptable générale, parfois sur la donnée comptable plutôt analytique, mais il peut arriver qu'on ait un référentiel un peu particulier dédié au budget, plus adapté. Et donc, on va avoir ce tableau de suivi avec de la donnée à la fois historique, NN-1, et puis de la donnée budget qui va venir s'implémenter ici, donc avec différentes versions de forecast qu'on pourra comparer au réel, avec un taux d'avancement ici en pourcent, par exemple, pour savoir si on est plutôt en avance ou en retard sur le budget. Donc ça, c'est tout ce qui est dans le cube. Une fois qu'on a à la fois connecté nos données passées et qu'on a, donc on est en connexion sur la base de Sage, puis une fois qu'on a aussi généré un budget dans Excel. Donc c'est tout l'objet ici, avec donc un fichier Excel. Et du coup, la première chose avec ce fichier Excel, ça va être de se dire, il faut que je connecte mon cube Power BI pour pouvoir bénéficier de toute la donnée historique. Donc là, on va venir remplacer dans la phase vraiment en amont toutes les alimentations manuelles de Excel qu'on connaît aujourd'hui dans les fonctions finance lorsqu'on fait un budget dans Excel. On va plutôt aller la chercher dans notre cube BI en allant chercher des KPI qui nous intéressent et qui sont vérifiés et fiables pour le passé. Donc, comment est-ce qu'on fait? Alors, le but, c'est d'obtenir cette connexion ici à l'API. On peut la regarder très en détail. On a ici en fait une chaîne de connexion web qui fonctionne par un Cubolab, qui est une connexion en fait au dataset Power BI. Ça, c'est vraiment la porte d'entrée pour pouvoir faire ça, c'est que ce Excel soit connecté à Power BI Service. Donc, pour rappel, ça a été montré au Meetup de Lille il y a quelques semaines, je le remontrerai rapidement. Ici, lorsqu'on a un dataset en fait, dans un workspace, on a ici la fonctionnalité analysée dans Excel. Lorsque c'est fait, le service Power BI nous génère donc un nouvel Excel vide avec une chaîne de connexion API, ici, qui est d'ores et déjà en fait connectée au cube en live, et on va pouvoir appeler via cette connexion tout un tas de données présentes dans notre cube, dans notre dataset Power BI. Donc, cette donnée est complètement disponible ici. Et du coup, je vais repartir sur l'autre fichier qui est déjà un peu plus élaboré. Mais à partir de là, on peut appeler absolument n'importe quelle donnée
de notre dataset. Et si notre dataset contient du coup de la donnée finance, c'est ce qui va nous permettre d'afficher les données finances passées pour ensuite pouvoir gérer des hypothèses de construction budgétaire. Donc ici, on a un fichier avec un point d'entrée assez classique. Hein. On a 2 sociétés dans le modèle, c'est ce qu'on voyait tout à l'heure. Et on va pouvoir lui demander déjà d'appeler la société 1 ou la société 2, une année, et puis de créer. Là, c'est l'année où on va créer la version budgétaire, le premier budget de 2022. On va avoir 3 possibilités de comparaison et on va dire je veux créer mon budget 2022 sur la base d'un comparatif des 3 dernières années. Donc ça, c'est mon résultat 2019, 2020, 2021 qui s'affiche ici. Donc comment ça marche? Du coup, on va reprendre directement ici. La technologie derrière ça et la façon dont ça fonctionne, donc via cette connexion API, ça va être d'utiliser les fonctions cubes, donc qui ont également été présentées lors des derniers meet-up. Donc les fonctions cubes sont des fonctions qui permettent d'interroger un modèle de données via Excel, plutôt que d'interroger des données qui sont présentes dans les cellules Excel. Et ce modèle de données, du coup, il était à l'origine prévu d'interroger Power Pivot, donc vous avez ici, hein, le cube de données qui est présent nativement dans Microsoft Excel et qui permet de faire des cubes relationnels utilisables dans vos fichiers Excel. Ici, à contrario, on ne va pas aller interroger ce cube Power Pivot, mais on va utiliser exactement la même chose, sauf qu'au lieu de mentionner un cube Power Pivot, on va aller mentionner un cube en ligne et créer un lien en fait permanent entre le Excel et Power BI Service pour que les données puissent y redescendre. Donc c'est là où on va consommer cette connexion qui a été établie en la rappelant. Donc je vais simplement vous montrer comment fonctionne cette partie valeur cube en décomposant peut-être la formule un peu plus loin. Ici. Vous voyez, c'est le montant qu'on avait ici en vente nette 2021 pour cette première activité. Et en fait, on va pouvoir lui demander, dans le Excel, dans un tableau aussi simple que celui-ci, où on veut les ventes nettes pour un exercice donné et pour ces fameux codes budget donné qu'on voyait tout à l'heure, du référentiel budgétaire qu'on a déjà construit dans le cadre de la BI, donc le code IT1 correspondant au département véhicule neuf. Et on va pouvoir aller lui demander tout simplement, systématiquement, lorsqu'on demande pour un exercice donné, donc qui est l'exercice qu'on va mentionner ici dans la page d'accueil, lorsqu'on demande pour cet exercice-là, pour ce code budgétaire-là, la valeur, on va aller lui demander, alors c'est des formules dont la syntaxe mériterait peut-être d'être un petit peu simplifiée ou en tout cas réduite. On va aller lui dire qu'on veut chercher une valeur dans un cube. Et ici, il va nous demander, la première étape, c'est la connexion. Donc la connexion, en fait, ça pourrait très bien être le nom d'un cube Power Pivot contenu stocké dans ce Excel, mais là, c'est tout simplement le nom de la connexion qui existe ici. Et en fait, derrière, on va avoir ici, on va juste passer le nom de la connexion par simplification. On pourrait passer aussi une URL de l'API Azure ou toute cette chaîne de connexion, puisqu'en fait, la vraie chaîne de connexion, elle est ici. C'est source égale Power BI Azure, API Power BI, avec un URL un ID unique du cube de données. Et par simplification, du coup, une fois qu'elle est créée par le Power BI Service en faisant analyser dans Excel, on peut tout de suite aller la chercher en rappelant notre connexion externe. Donc on rappelle notre connexion, c'est le premier argument qui est demandé ici, comme vous le voyez. Et ensuite, on peut lui passer tous les champs, toutes les mesures et tous les filtres contenus dans le cube que l'on souhaite. Avec quand même un pendant à ça, c'est qu'il faut connaître un petit peu le modèle. Parce qu'ici, on a un peu de saisie intelligente. Ça, je vais pouvoir vous le montrer. Si on demande une mesure, on va pouvoir avoir en fait la liste des mesures existantes avec la saisie assistée qui va apparaître. Donc ça donne un peu d'intelligence. Mais par contre, on n'a pas directement la vue de modèle, bien sûr, dans Excel, puisqu'on est connecté à l'API. Et du coup, à chaque fois, on va devoir passer donc là, une mesure, on veut récupérer cette mesure, point virgule, quel filtre on veut lui appliquer. Donc ici, on veut lui appliquer en référentiel budgétaire
le filtre contenu en B6, c'est-à-dire qu'on veut uniquement la valeur au niveau budget correspondant aux catégories de B6, donc département véhicule neuf. On veut uniquement l'une des sociétés, celle qu'on a sélectionnée dans le premier menu déroulant. Ça, c'est cette deuxième partie-là. On va chercher dans la table société le libellé de la société pour qu'il corresponde à société 1 qu'on a demandé dans la première page. Et on va aller demander au niveau du calendrier, donc du filtrage temporel, à ce que l'exercice correspondant soit bien celui de la cellule H3 que l'on retrouve ici. Donc notre but, ça va bien être de ne pas sortir le chiffre d'affaires, les ventes nettes d'une façon générale, ou si on met aucun filtre ici, on va avoir le chiffre d'affaires cumulé de tous les exercices pour toutes les activités. Ah, il va manquer un. Ah, vous voyez, la syntaxe n'est pas la plus, la plus évidente, donc il peut assez vite manquer un élément. Faire. Bon, étonnant. On va calculer. Ah, peut-être un problème de connexion. Alors attendez, je vais simplement repasser la chaîne de connexion. Me permettant d'obtenir les données. En fait, les données sont publiées sur un tenant sur lequel je ne suis actuellement pas connecté. Donc c'est un bon point puisque ça va permettre de parler de la sécurité. Bien sûr, toute la sécurité liée à Power BI est conservée, y compris RLS, lorsque l'on attaque un cube via Excel. Donc, ce qui veut dire que, du coup, on doit bien passer les chaînes de connexion pour avoir le droit d'obtenir la donnée. Je vais vous repartager l'écran. Ici, peut-être faire sauter les différents filtres. S'arrêter. Pas l'air de vouloir y accéder. Bon, je verrai plus tard, je pense. Ça va pourtant se mettre à jour. On va voir si on repartira sur un fichier connecté. C'est un problème de connexion. Voilà, des requêtes sont en train de s'exécuter. Donc en fait, on peut revenir sur cette syntaxe. Du coup, on va lui demander valeur cube, on va lui demander la mesure qu'on souhaite, la mesure Power BI que l'on souhaite redescendre. Et à partir de là, on va lui passer, comme c'est le cas ici. Alors ici, c'est étonnant parce qu'on est aussi en live ici. Et ça passe. Alors peut-être que c'est le fait de ne pas lui passer de filtre de date. Donc, en fait, ici, on est en live sur le cube Power BI, donc il n'y a pas de refresh à faire, il n'y a aucun bouton à pousser. On va chercher ici, voilà, une mesure qui s'appelle chiffre d'affaires pour le code activité ici, pour l'année ici. Et en fait, après, ce sera toujours automatique. Si bien que ici, en deuxième comparatif, si je veux mentionner 2018, on va avoir un recalcul en live en fait, de l'ensemble des données en fonction du cube Power BI. Donc, ce qui va nous permettre d'aller imaginer n'importe quel type de comparaison à n'importe quelle date donnée et d'être toujours en live avec les dernières données rafraîchies et calculées selon les règles de gestion uniques contenues dans le cube. Donc, on a déjà le fait de rapatrier la donnée historique selon un référentiel suffisamment fin pour budgéter. Alors là, on est en synthèse, hein, je vais vous montrer après un petit peu des choses un petit peu plus précises. Là, on va pouvoir, du coup, déjà, tous les services vont consommer la bonne donnée à laquelle ils ont accès, avec la bonne règle de gestion implémentée, et on n'a plus, du coup, de la remontée de données manuelle et qui serait non sécurisante. Et par cette méthode, en fait, après, on va remonter ici
Donc là, on est en synthèse, hein. Donc il y a tout un tas de pages là qui sont masquées. Il y a tout un tas de pages détaillées sur la construction budgétaire. On n'aura pas le temps de redescendre la totalité. Mais toutes ces pages, en fait, vont permettre de générer un budget. Vous voyez, là, c'est la somme de ces pages passées qu'on va comparer aux exercices antérieurs. Et ensuite, c'est cette partie, la colonne F et G, à des mailles beaucoup plus fines, hein, sur les autres pages, qu'on va venir requêter pour la remonter dans Power BI et générer notre avancement budgétaire. Donc, par exemple, ici, là, c'était la synthèse générale. Si je prends les véhicules neufs, en fait, le process, il se fait en 3 étapes. On a un premier process ici, où on va travailler quasiment au niveau du véhicule, hein, donc qui a déjà été rempli, ce qui va nous donner un montant total des ventes en euros. Et ici, on va pouvoir aller chercher, en fait, ce montant total des ventes, plus tous les coûts directement affectés, comme on le voyait dans la première page, avec les effectifs vendeurs. Ici, des salaires qui sont à une maille beaucoup plus fine que la compta générale et analytique, puisqu'on s'est donné ce référentiel dans la BI avec les codes budget. Des frais de personnel, des frais de publicité, des autres frais de vente, donc tous les frais fixes à absorber par le service. Donc si on vient ici, on est toujours sur ces formules de valeur cube, on va simplement chercher d'autres codes budget. Et après, en fait, on peut imaginer toutes sortes de prévisions et scénarios. Donc bien sûr, c'est à construire dans Excel. Donc toutes les possibilités sont à peu près réalisables. Et par exemple, on a ce type de module. Alors en fonction des besoins de la PME qui va solliciter ce type d'outil, ici, par exemple, sur les ventes véhicules, on va avoir donc, suite à la mise en place du budget véhicule par véhicule au détail, on va récupérer ici le CA total. Et puis ici, par rapport au ratio historique, hein, que l'on va retrouver dans Power BI, par exemple, des frais de personnel en pourcentage des ventes ou des frais de publicité en pourcentage des ventes, on va avoir les 3 dernières années, hein, qui vont pouvoir se mettre à jour en fonction de ce qu'on demande ici. Et on va pouvoir en fait appliquer par exemple les mêmes ratios ou appliquer une moyenne des 3 dernières années qu'on a demandé. Et en fait, aller ensuite, ici, sélectionner, là, c'est des valeurs, hein. On va aller sélectionner ce qu'on veut retenir, nous, comme valeur réelle de budget. Donc, par exemple, si c'est la moyenne, on prend cela. Après, voilà, ça peut permettre, à côté de ce tableau qui sera requêté, de travailler manuellement, de modifier certains chiffres à la main, d'aller chercher quelques données externes pour les affiner. Mais toutes les données passées dont on aura besoin, on peut construire pour aller les chercher, une saisonnalité, là, on s'est mis à l'exercice pour simplifier la démonstration et pas rentrer dans des considérations trop techniques, mais on peut aller chercher une saisonnalité, on peut construire en prenant, par exemple, un chiffre d'affaires de cette année plus 4 en appliquant la saisonnalité 2 ou 3 ans en arrière. On a très rapidement l'information avec toutes ces formules. Et donc, en descendant, tout ce budget vraiment détaillé, on va pouvoir le récupérer et c'est ce budget qui va pouvoir être ensuite intégré dans le modèle de données, hein. Au même titre que de la donnée N, N-1, on a de la donnée budget, qu'on va pouvoir aller rechercher en fait ici, jusqu'à sa maille la plus fine du budget. Donc généralement, on va aller faire des budgets là par exemple au niveau si on reprend les ventes de véhicules, bon, on n'est pas allé faire du budget au niveau du véhicule. On s'est arrêté au total vente VN, on pourrait aller encore plus bas. Et on pourrait, on réutilise totalement ce référentiel qui nous permet de savoir à quel niveau on est en fonction de N, N-1, là c'est le standard. Et après, on sélectionne en fait le budget qui nous intéresse pour regarder où on en est par rapport à ce budget. Donc globalement, on arrive à faire un suivi budgétaire, là très synthétique. On peut après descendre du coup dans chaque service, etc. Donc là, on va pas y aller en détail aujourd'hui. Mais du coup, cette mécanique de valeur cube dans Excel permet à peu près tout. Simplement, après, voilà, c'est une question de calcul coût-bénéfice entre le fait après d'aller vers des outils plus standards lorsqu'on a un sujet de remontée plus large et des calculs plus complexes, ou de rester dans Excel, mais tout en sécurisant l'entrée de données. C'était un petit peu le challenge d'aujourd'hui. Je n'ai pas regardé le chat en même temps. Je ne sais pas si on a quelques questions déjà dans un premier temps. Alors, tous les scénarios de forecast budgétaire sont implémentés via le fichier Excel. C'est ce qu'on a pris tout à l'heure. Plusieurs versions de budget dans Excel avec cette méthode, oui, tout à fait. Bon, là, il n'a pas été construit comme ça, mais parmi les variables que l'on passe dans la première page, au lieu d'appeler de l'historique, on peut très bien appeler du budget. Il faut simplement construire cette première page pour que ça puisse fonctionner comme ça.
Les résultats des formules sont-ils stockables dans le cube ou simplement calculés à la volée dans Excel? Eh bien, alors, on calcule tout à la volée dans Excel. Ce qu'on va stocker, en fait, c'est le résultat qu'on va importer dans le lac de données et qui va remonter dans le cube. En fait, ce que je n'ai pas montré, et en même temps, je ne vais pas le partager parce que ça n'a pas plus d'intérêt que ça, c'est simplement ce que j'ai moins bien expliqué, c'est que on fait un fichier Excel, une version du fichier Excel par version du budget. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, une fois que j'ai établi une version et qu'elle est définitivement la version 1 du budget, je la stocke comme étant la version 1 dans un répertoire SharePoint et le lac de données, de toute façon, lui, il requête tout le répertoire et il sait repérer, soit dans les 2 premiers caractères, soit après un délimiteur, où est le nom de la version et c'est comme ça qu'il génère son historisation et sa version. Donc l'historisation des calculs n'est pas réalisée dans Excel, donc Excel reste à la volée. Par contre, on historise les Excel en créant des copies diverses, les uns en dessous des autres, dans le fichier d'alimentation du lac de données. Et c'est bien ce qui permet d'avoir ensuite l'historique des forecasts et de pouvoir comparer, comme je vous l'ai montré, le réel versus ce qu'on avait prévu en début d'année, puis ce qu'on a réévalué en fonction d'événements exceptionnels, et puis de la dernière version à la fin. Est-il possible d'avoir un aperçu du dataset? Oui, vous parlez du schéma de données, c'est ça? Enfin, en version schématique? Puisqu'ici, le dataset, alors le dataset, on a pas mal de choses, hein, puisqu'on a des données, on a des données métiers et des données finance en fait, c'est un dataset assez complet qui est utilisé par bon nombre de services dans l'entité. Donc, qu'est-ce qui est intéressant ici dans les datasets? En fait, tout simplement, on a la table habituelle de faits compta finance. Pardon. Cette table, en fait, en clair, comment ça marche, puisque je pense que c'est le, c'est le sens de la question. Notre table des écritures comptables, qui est une table de faits classique finance, historique, elle emporte quelques attributs lui permettant d'interagir non seulement avec les référentiels classiques que l'on connaît, solde intermédiaire de gestion, compte de résultat, bilan, et en plus de ça, un référentiel est maintenu pour la partie budgétaire, en fait, qui est un référentiel maintenu dans un autre outil pour diverses raisons et qui est donc managé et que l'on récupère via un ETL, qui permet en fait de créer la hiérarchie budgétaire ici. Donc c'est un fonctionnement très très simple en étoile avec un référentiel budgétaire venant en fait attaquer la table des écritures comptables. Et dans la table des écritures comptables, on vient stocker le réel et le budget, hein, avec un identifiant. Donc, c'est ce qui permet de présenter sous un même angle, sous un même référentiel budgétaire, à la fois le passé et le futur, les données budgétées. Donc, c'est vraiment le sens, enfin, c'est vraiment comme ça que ça fonctionne. Donc, je ne sais pas si ça répond bien, si c'était bien le sens de la question. Renaud, si vous souhaitez prendre la parole. Oui, c'est bon, OK. Oui, Amaury. Question rapide, l'interaction Excel en lecture très claire via les valeurs cubes. L'écriture dans ce cube, est-ce qu'il y a une phase d'écriture dans le cube à partir de Excel? Merci. En fait, justement, alors je vais reprendre peut-être le schéma, que j'avais présenté. Comme ça sera peut-être plus clair pour tout le monde aussi de reprendre. Où est-ce qu'il est? Tac. Sûrement falloir que je le recharge. Ouais, il est là pour 3 secondes, je pense. En fait, effectivement, alors, de c'est vraiment l'intérêt, hein. On a parlé un petit peu et je parlerai après en conclusion et puis on échangera peut-être là-dessus, sur justement le comparatif entre Excel et puis les EPM, hein. Justement, c'est tout l'intérêt, hein. Dans un EPM, on va pouvoir, entrer de la donnée, modifier les scénarios, avec des choses standards, avec des choses qu'on va venir paramétrer à la main, dans des langages parfois spécifiques à l'EPM et on va pouvoir stocker toute cette historisation. Ici, c'est également ce qu'on fait, mais ce n'est pas au niveau du Excel que ça se passe. Donc, je reviens sur le schéma, parce que je pense que ce sera peut-être plus simple de le redécrire ici. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a, en fait, il faut le prendre vraiment dans le sens du process. On a un lac de données qui vient alimenter pour la donnée historique le cube.
cette donnée historique, on la présente au format classique de compte de résultat, de bilan, de SIG, mais on la présente également au format budgétaire. On la redescend via l'API dans Excel, ce qu'on a montré tout à l'heure, et ce qui vient générer en fait l'inscription en base de l'historique des budgets créés, c'est un data flow, donc c'est-à-dire l'ETL classique, comme on allait chercher la compta dans Sage, on va chercher le budget dans Excel, et là en fait on va historiser, on va dire dès que j'ai terminé ma version, je copie une version de mon PBX, je nomme la version dans le nom de fichier, parce qu'après on récupère les métadonnées pour classer ces versions, je nomme la version de cette fichier, la version de ce fichier, pardon, et je le stocke dans un dossier qui est le dossier des scénarios budgétaires, le dossier des versions budgétaires historisées. Et puis après, je vais avoir le budget 1, budget 2, budget 3 dans ce dossier. Et en fait, ce data flow, il a un rafraîchissement automatique et il sait aller lire dans Excel. Donc, on a des requêtes Power Query spécifiques qui permettent d'aller lire les tableaux budgétaires. Donc, c'est pour ça qu'il faut quand même respecter certaines règles. Et c'est lui qui va jouer le rôle d'historisation, en fait, de ce qu'on a calculé, puisqu'il va aller inscrire dans le lac de données, version B1, voilà les chiffres, au référentiel budget, version B2, version B3, et il historise tout. Lorsqu'on sort un Excel du dossier, ça c'est la mécanique classique du connecteur dossier du Dataflow Power BI, hein. Lorsqu'on sort un Excel du dossier, l'historique sort également, donc on peut les historiser dans un autre dossier pour parfois alléger le traitement. Et lorsqu'on en rajoute un dans le dossier, ça vient s'ajouter comme historique des versions budgétaires. Donc c'est vraiment le Dataflow en fait qui joue ce rôle. Et c'est avant tout l'utilisateur qui crée autant de copies du Excel que de versions en les identifiant, puis ensuite le Dataflow en venant requêter tout ça et en gérant le détail par version qui vient dans le lac de données stocker l'historique. Cette partie-là est claire et c'est Power Query qui vient faire les insertions en cube pour avoir des budgets, des versions comparables. Voilà, c'est ça. Donc on n'est Très pas clair, merci. Voilà, donc on a bien les deux phases, hein, bon, c'est pour ça que bon, c'était un petit peu la présentation d'origine. Bien sûr que lorsqu'on a fait ça, on n'a pas totalement développé un EPM dans Power BI, sinon ça se saurait et ça serait vraiment très ça serait vraiment très rentable. Mais quand on a fait ça, on arrive à faire le flux en fait qu'on retrouve dans les EPM puisqu'on on prend la donnée historique, on reperforme un budget en prenant des hypothèses connues et on arrive à stocker l'historique de nos budgets pour ensuite les comparer dans Power BI en DataVis. Alors, est-ce qu'il reste une main levée? Je crois que oui. Fabien? Salut Dimitri. Je me demandais, est-ce que l'utilisateur métier a la main pour créer un code activité, par exemple dans l'exemple que tu avais montré, et dans ces cas-là, est-ce qu'il a également la main pour du coup créer la ligne correspondante ou bien c'est plutôt vous qui le faites et si vous le faites, à quelle fréquence du coup, je sais pas si tu vois ma question. Ouais, en fait, c'est le client. C'est chez le client. En fait, il y a un process, hein. Il y a un process on ne crée pas des sections budgétaires à la volée. Mais alors là, pour le coup, je pense qu'on le retrouve, quel que soit l'outil qu'on va utiliser. À un moment, il faut respecter certaines bonnes pratiques. Et en fait, il y a un process lorsque, je ne sais pas, des nouvelles catégories de véhicules vont arriver, par exemple, en vente ou, tu vois, il va y avoir une nouvelle activité, un nouveau service. Il y a un process avec un formulaire, en fait. Bon, c'est géré en plus, là, pour le coup, dans ce cas pratique-là, dans un outil, parce qu'il y a d'autres interactions après avec, où on administre, en fait, et on historise ce référentiel des codes budget. Et donc, en gros, comment ça marche de façon très claire? Le client vient créer comment dire, un mapping très simple dans un outil sécurisé où on dit ce code budget égale combinaison de ce compte comptable plus ce compte analytique. À partir de là, tout le reste, via les ETL, se met en marche et permet de gérer cette partie-là. Et effectivement, dans ce cas-là, il faut ajuster les lignes dans le tableau. Donc, il ne faut pas être en mouvance trop souvent non plus, parce que ça peut être une des limites. Mais c'est souvent une des limites, hein, de toute façon, quel que soit l'outil. Et du coup, sur l'ajout de la ligne justement dans le fichier Excel, il n'y a pas trop de résistance au niveau du métier en termes de compréhension, justement sur les formules cubes, tout ça, en Ça flexibilité. dépend. Après, bon, il y a plein de techniques. Après, là, je ne vais pas rentrer dans le détail. On peut aussi sécuriser un peu plus, prendre des fourchettes plus larges, en se disant que dans cette catégorie-là, quand je crée entre le code, je sais pas, AT numéro 1 et AT10,
quel que soit ce que je crée au milieu, on sait que ça tombera ici, donc on l'anticipe d'avance. Enfin, tout ça, c'est des méthodes qu'on met en place. Hein. Comme ça reste du Excel, effectivement, on verrouille pas mal de choses pour éviter que ce soit cassé. Là, j'ai tout déverrouillé pour la démo. On évite de donner trop la main. En fait, tout dépend. C'est-à-dire que si c'est un responsable contrôle de gestion ou DAF qui a vraiment l'habitude de gérer ça, qui est le seul à avoir accès au fichier Excel, bah là, on va le laisser. Sinon, on va sécuriser. Bon, tout est. Après, il faut mettre en place plein de. Et c'est justement là que va se situer sûrement la limite entre Excel et un autre outil. C'est quand on va devoir mettre trop de choses en place pour sécuriser parce que les problèmes deviennent trop complexes, qu'il devient intéressant partir sur des outils plus fermés, quoi. Ok. Et dans l'état actuel des choses, au niveau de la technologie, il n'y a pas de possibilité d'ajout de ligne automatisée qui descendrait dans Excel Si, en faisant des tables avec du Power Query aussi, ouais, on arrive à faire des choses. C'est pas une techno unique, c'est en mixant plusieurs technos qu'on arrive à justement à rendre le Excel évolutif. On le fait en fait en faisant des. Là, pour le coup, il faut du query dans le Excel avec des résultats de query qui vont être un tableau et les résultats de query en tableau dans Excel Ok. se dimensionnent automatiquement, n'écrasent pas les données en dessous et savent gérer justement les ajouts de lignes. Donc bon, bah, tout ça après, c'est des techniques à mettre en œuvre. On peut pas malheureusement décortiquer toutes les techniques possibles en un meet-up d'une heure, mais si ça peut aussi se faire. Ouais. Ok, très bien. Merci. Alors, on a Pascal Ibanez qui lève la main 2 fois, donc je pense que c'est urgent. Non, vous m'entendez? Non, c'est pas urgent. C'est une fausse manip. Non, j'ai une question concernant la boucle. Je trouve que c'est très intéressant, mais pour quelqu'un qui n'est pas forcément habitué à travailler avec le lac de données structuré, comme vous l'appelez, c'est un lien avec Azure, je pense. Est-ce qu'il est possible de faire cette boucle tout simplement avec le cube, un cube tout simple en local? Oui, en fait, ce que j'ai appelé lac de données structuré, oui, c'est du lac de données, mais en fait, on l'utilise via Dataflow, c'est-à-dire que c'est une part intégrante de Power BI et non pas d'Azure. Justement, dans la segmentation produit Microsoft, vous n'avez pas besoin d'un tenant d'Azure pour l'avoir. Il y a, pour différentes raisons, nous, on trouve que c'est mieux de l'avoir en intermédiaire, mais le Power Query du dataset, hein, celui que vous utilisez dans Power BI Desktop, par exemple, Oui. avant de migrer votre cube, lui aussi permet de requêter ce Excel, puisque de toute façon, ce qu'on utilise, c'est un connecteur dossier. C'est un connecteur dossier rempli de fichiers Excel et on agrège tout ça et on historise les versions. Donc il y a toute une construction qui permet de le faire. Tout ce qui est faisable dans le query du desktop est globalement faisable dans le lac de données, c'est-à-dire les data flows online. Après, que vous construisiez votre ETL directement dans le cube et que ensuite vous alliez le mettre dans le service et qui s'actualise automatiquement, on peut le faire aussi pour les sources de données. Hein. Les sources de données compta ERP, c'est pareil, il y a toujours deux choix. Est-ce que je connecte mon cube en direct en fait à ces sources et après je le migre dans le service, ou est-ce que je mets tout ça dans un data flow et ensuite je connecte mon cube au data flow? Alors, le data flow est une étape intéressante parce qu'il permet, avec néanmoins une vision métier, d'adopter une technique plus proche des standards voilà, informatiques, où on a vraiment la donnée source, un lac de données, ensuite on commence à la mettre en forme avec un cube, et ensuite on fait les rapports. Mais et ça offre pas mal de choses en termes de performance ou de stockage, d'historisation. Enfin, voilà, il y a tout un tas de raisons qui peuvent permettre de vouloir passer par un lac de données entre le cube et les sources, mais ça n'est pas du tout nécessaire. Et pour ce Excel, du coup, pas plus que pour une autre source. C'est exactement le même principe. D'accord, merci. J'avais d'ailleurs, ça pourra peut-être susciter un peu de quelques discussions. J'avais mis un peu à la volée comme ça, pas certain que ce soit exhaustif, mais en conclusion, voilà, justement les avantages, inconvénients un petit peu entre ces deux technologies, puisque, enfin entre ces deux technologies, c'est pas forcément un comparatif Power BI EPM, mais ça l'est un petit peu puisque c'est les EPM qui sont les plus structurés là-dessus. C'était plus déjà un retour d'expérience lorsqu'on fait ça. Qu'est-ce qui est plutôt positif et qu'est-ce qui peut être un frein, voire un blocage. Donc, bon, ce système-là, il permet, la chose la plus importante, c'est qu'il permet à des PME qui parfois n'étaient pas très outillées d'entrer dans une logique de partage de la donnée et des règles de gestion. Donc, c'est-à-dire qu'on a une règle de gestion unique et une donnée unique en entrée du process budgétaire.
Donc ça, normalement, ça doit permettre d'économiser pas mal de temps et de gagner beaucoup en fiabilité, puisqu'en fait, voilà, tous les services partagent les résultats qui redescendent d'un projet BI antérieur où on a déjà sécurisé nos règles de gestion, travaillé en atelier pour partager les mêmes règles, les mêmes données. On a un ETL très complet, donc on a Power Query, on peut connecter tout ce qu'on veut, on peut gérer de l'historisation, de l'actualisation incrémentale, tout un tas de choses qu'on ne peut pas toujours faire avec les outils, y compris EPM. Parfois, on a des ETL assez limités qui font qu'on finit par pousser de la donnée à la main. Donc ça, c'est quelque chose qui va être peut-être mieux avec des outils type BI, puisque c'est leur raison d'être de faire de l'ETL, du cube et ensuite la restite. On capitalise sur un projet BI passé, puisque la donnée a déjà été centralisée, modélisée, on partage déjà les mêmes règles de gestion. Donc, autant continuer en faisant nos budgets sur la base de ces règles qu'on a établies et qu'on s'est efforcé de partager au sein de l'entité. Jusqu'à un certain niveau de complexité, on a un coût relativement maîtrisé. Les coûts du projet EPM se chiffrent souvent en centaines de milliers d'euros. Si on a déjà mis en place un projet BI avec Power BI, on peut être en dessous de ces standards et on peut assez facilement, grâce à Excel, engager un petit process budgétaire sans re-rentrer sur un niveau d'investissement de cet ordre. On va être bien en dessous, en coût licence et en coût projet. On a une adoption totalement facilitée puisque Excel, généralement, c'est maîtrisé par pas mal de monde dans l'entreprise. Très flexible. On a la sécurité, on l'a vu tout à l'heure quand je ne pouvais pas me connecter. Et puis, on peut y ajouter tout un tas de gestion de retraitement de base. Élimination des intercos, ces choses-là qui sont assez simples. Par contre, on va être limité pour les retraitements les plus complexes. Et enfin, voilà, en termes de limitation, c'est plutôt inadapté à une remontée d'informations très décentralisée sur un groupe possédant énormément de filiales, puisqu'on reste sur du Excel, avec stocké dans du SharePoint, avec un process où, voilà, on n'est peut-être pas assez bordé et sécurisé pour décentraliser l'acquisition d'informations, ça c'est sûr. C'est réservé lorsqu'on arrive dans le cœur du Excel à des utilisateurs suffisamment aguerris. Les développements sont uniquement spécifiques, il n'existe pas de standard servant à faire de l'ELAB et suivi budgétaire sur la Power Platform. Donc, toujours le même sujet, quand on fait du SP, stabilité, maintenance dans le temps, etc. Le langage des fonctions cubes, vous l'avez vu, il est en termes de syntaxe, pas toujours, enfin, en tout cas, il est très long sans être très complexe. Et donc, c'est pas toujours très simple d'un coup d'œil à contrôler, vérifier. Et puis, tout ce qui est fonctionnalité lourde, spécifique EPM, on va sûrement pas sortir la consolidation statutaire des comptes ou établir des scénarios reforecast très complexes avec ce type d'outils. Donc en synthèse, on est sur des problématiques qui sont adressées pour de la PME avec un scénario, un processus budgétaire qui reste qu'on peut commencer à complexifier un petit peu, mais jusqu'à un certain stade. Et tout dépend après où on met le curseur. Et après, il faut passer vers d'autres outils. Mais on peut déjà faire énormément de choses, en fait, avec la mécanique que je vous ai présentée ce soir. Est-ce qu'on a encore d'autres questions, en plus de toutes celles qu'on a pu prendre en cours de démo? Oui, allez-y, Pascal en premier, je crois qu'il avait levé la main. Non, c'est peut-être une erreur. Pascal ou Amaury, j'ai vu aussi. Oui, tu parlais de budget, je ne vais pas rentrer dans les chiffres en termes de budget. Par contre, l'effort en termes de délai pour mettre en place et la durée d'exécution, grosso modo. En fait, tout dépend, puisque c'est vrai que souvent, quand on fait ça, c'est qu'on a fait un projet BI avant. C'est que notre cube est déjà relativement structuré. Vous avez vu le dataset que je vous ai présenté. C'est que généralement, on a déjà des mesures suffisamment structurées dans l'entreprise à venir appeler depuis Excel. Donc, si on fait le projet entier, en fonction de la taille d'entreprise, c'est le volet d'un projet BI. Alors, un projet BI, il y a des projets BI à 10 jours, il y a des projets BI à 100 jours, il y a des projets BI à 300 jours. C'est très difficile d'en parler. Par contre, si tout ça est déjà construit, que la finance est bien modélisée, comme je vous l'ai montré, là, on avait déjà un cube où on avait tous les états financiers en natif, puisque c'est un cube standard qui gère tous les éditeurs principaux. Donc, forcément, on a déjà beaucoup de choses qui sont implémentées, sécurisées. Il ne reste plus, entre guillemets, qu'à faire la partie budget, donc c'est-à-dire structurer les Excel en fonction du process budgétaire de l'entreprise
et ensuite venir implémenter toutes les règles de calcul, ça peut être implémenté très rapidement. Avec, je ne sais pas, 10-15 jours de développement, on peut déjà faire un process budgétaire assez complexe avec pas mal d'onglets dans le fichier Excel et toute une trame qui commence à une maille très fine et qui vient s'agréger petit à petit. Mais encore une fois, tout dépend de ce qui a été fait en amont en termes de qualité de données et de partage des règles de gestion et des mesures, et déjà développé dans Power BI. Si rien n'a été développé, qu'il faut mettre en place le cube initial, ben, ça fait un peu deux projets. On a d'abord le projet BI et ensuite on va s'intéresser à l'étape budgétaire une fois que notre donnée sera correcte, sera bien calculée. Très clair, oui, il y a là, dans ce que vous montrez, effectivement, il y a des prérequis, au-delà des prérequis, il y a des choses qui sont déjà matures, et ça s'adresse à des organisations qui ont déjà travaillé les sujets. Bah, c'est ça, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur la très grosse entité avec déjà une gouvernance de données en place, etc., auquel cas on aura sûrement des outils plus adaptés parce qu'on aura de nombreuses filiales, etc., tout ce qu'on disait tout à l'heure. Par contre, si on est sur une PME qui a aujourd'hui aucune gouvernance de données, aucun outil BI, qui n'a pas monté un seul dataset, par exemple, dans Power BI, bah, il faut tout reprendre depuis le début. Donc là, bah, il faut cadrer le projet, il faut s'entendre sur des règles de gestion, il faut partager la data au niveau entreprise. Enfin, effectivement, là, on a plein d'autres prérequis qui sont en fait même pas du budget du tout dans un premier temps. Et tant que la donnée n'est pas structurée, la donnée qu'on va ingérer dans le modèle n'est pas structurée, bah, on ne pourra pas avoir quelque chose de pertinent, quoi. Très clair, mais à partir du moment où il y a quelque chose d'un peu mature, 10-15 jours pour gérer la partie finalement «Excel» entre guillemets, et éventuellement la partie dashboard aussi, je ne sais pas si vous mettiez ça dedans? Parce qu'il y a un dashboard interactif aussi qui remonte cette info. Oui, alors la partie dashboard, en fait, elle découle directement de la partie dashboard finance. Donc c'est pour ça, si déjà le dashboard finance est fait, disons que la façon dont, là, ce que j'ai montré, après, on pourra aller beaucoup plus en détail sur les visuels. Donc c'est toujours pareil, hein, ça dépend du temps qu'on souhaite y consacrer. Mais là, on montrait simplement sous forme de SIV ou d'un compte de résultat, hein, mais N-1 est budget, quoi, en fait, hein. Donc forcément, ce n'est pas la création d'un nouveau visuel, c'est juste de présenter une troisième information en plus de N et N-1 et puis de faire les variations. Mais on pourrait aller beaucoup plus loin là-dessus. Voilà, après, c'est sûr, hein, là, ça, on n'y coupe jamais, hein, tant que la donnée n'est pas bien modélisée, bien structurée, on remonte forcément des erreurs. Là, la différence, c'est qu'on remonte une donnée unique partagée dans l'entreprise, quoi. Est-ce qu'on a d'autres questions? Pascal qui a relevé la main, je ne sais pas si c'est volontaire. Moi, j'ai une petite Non, question. c'est pas volontaire. J'ai l'impression qu'il y a un problème de doublon. Et oui, et il y avait une autre question, je crois, qui se lançait en même temps, si j'ai bien entendu. Oui, je voulais savoir si par rapport à ça, dans ce processus budgétaire, c'est possible de calculer tout ce qui est cash flow et d'en faire découler vraiment tous les encaissements et décaissements et pour voir les positions de cash flow, en fait. Ouais, c'est une donnée un peu particulière, la partie cash flow, hein. Les entrants ne seront pas exactement les mêmes. C'est pas uniquement d'aller regarder le passé. Il faut qu'on ait effectivement. Alors, on peut faire des choses. Après, tout dépend pareil du degré de maturité en termes d'acquisition de données. On fait des tableaux. Ils arrivent de faire les tableaux cash flow, puisqu'en fait, là, comme j'ai montré au tout début très rapidement, bah, par exemple, sur les clients, les fournisseurs, si les dates d'échéance sont bien suivies dans l'outil compta, nous, il y a déjà en fait. La façon de procéder, il y a déjà des tableaux de bord qui permettent de savoir, en fait ce qu'il y a à décaisser fin de mois plus 2, fin des 2 prochains mois, 3 prochains mois, et puis pareil pour les encaissements. Donc on sait à la date, au jour près quand ce sera décaissé. Si vous avez saisi vos dates d'échéance, on peut faire des anticipations. Après, tout dépend. Est-ce qu'il y a déjà un outil qui permet de gérer la partie anticipation cash flow à côté, auquel cas on va plutôt récupérer les résultats de ces calculs dans cet outil-là, parce que souvent ces outils requêtent les banques au quotidien, remplacent le flux prévisionnel par les flux réels, font tout un tas de choses qui seraient un peu long quand même de développer dans des outils de la Power Platform. Donc tout dépend. Le cash flow, c'est toujours pareil. C'est oui, bien sûr, mais qu'est-ce qu'on a en amont en termes de data? Est-ce que c'est déjà géré dans un autre outil pour la partie vraiment outil spécifique au cash flow? Est-ce qu'il faut tout redévelopper? Est-ce que dans le logiciel compta, voilà, tout bêtement, on a toutes les échéances? Est-ce qu'on est capable d'anticiper? Bon, on peut faire à peu près tout techniquement.
par contre, on peut pas inventer la donnée, quoi. Et c'est vraiment là que ça se joue. D'accord, merci. Ouais, Guillaume ou Fabien. Vas-y. Bon, bah, Je sais pas. du coup, je me lance. Pardon. Du coup, oui, Dimitri, concernant l'alimentation du budget, donc j'imagine, donc tu disais, donc c'est un fichier Excel que tu mets dans un dossier, un fichier plat, j'imagine, qui consolide toutes les infos. Est-ce que vous prenez aussi la partie, imaginons qu'il y ait plusieurs entités, du passage de fichiers de budget par entité à la consolidation en un fichier total du Oui. budget pour l'entreprise? Et comment ça se passe? Est-ce que, imaginons, c'est un tableau de bord qui va être sexy pour le client sur Excel, et ensuite, derrière, la conversion en un fichier plat est faite automatiquement, ou bien c'est au service, c'est au métier de faire le travail, de convertir quelque chose, des tableaux de bord présentables aux entités en des fichiers plats beaucoup plus sommaires. Enfin, comment ça se passe sur cette conversion de la donnée Bah, Ouais. il y a 2 choix, hein. Il y a 2 choix. Soit on décide, tu vois celui que j'ai montré en démo, il est, peut-être pas, sexy comme tu disais, mais il est, intelligible par n'importe qui et il est requêtable facilement dans Power Query. Il est fait de telle façon que c'est des tables, en fait. Même si on arrive à le cacher par 2-3 artifices parfois, au final, c'est des tables. Donc quand on construit tout comme ça, y compris les synthèses, et que ça suffit au client, bah là, il n'y a pas de sujet. Le data flow saura très facilement récupérer les bonnes tables en verrouillant bien. Il n'y a pas trop de risque de le casser. Là, dans ces cas-là, l'expérience, ça tourne plutôt bien. Après, si on fait vraiment des choses très élaborées en termes de visualisation dans Excel, bon, c'est pas forcément là que ça devrait être fait, mais parfois c'est ce qui est fait parce que justement, au niveau 1, on veut déjà un dashboard avant de pousser pour consolider au-dessus. Si c'est le cas, il y a 2 choix. Soit le data flow va savoir tout remettre en forme lui-même et avec beaucoup plus de développement data flow, donc ça a un coût du coup d'avoir ce côté un peu bien présenté plus en bas dans la hiérarchie. Donc après, il faut savoir si ça vaut le coup ou pas. Soit on arrive à remplacer cette vision sympa. En fait, on lui dit qu'il élabore son budget dans quelque chose qui est peut-être un peu moins sympa pour lui, à l'utilisateur qui est, je sais pas, responsable financier d'une filiale dans un sous-palier de conso, par exemple. Et on va lui dire, par contre, en échange, tu as de toute façon un dashboard sur ta filiale qui est super sympa dans Power BI auquel tu as un accès sécurisé. Ça veut dire licence, mais ça peut être plus intéressant de faire comme ça. Soit bah, on va lui monter à la fin, on peut aussi lui monter une routine dans Excel qui permet de remettre en forme un dernier onglet caché où là on a une matrice, une table facile à requêter, quoi, avec soit du query, soit d'autres choses. Mais il faut toujours en fait évaluer le coût-bénéfice. Parce que c'est par exemple dans le cas que j'avais rencontré, c'était par exemple dans l'établissement du budget, donc la fonction finance allait présenter des tableaux pour les différentes directions, par exemple le marketing ou la communication, où là, eux, ils vont avoir besoin de tableaux de bord jolis. Et derrière, c'est quand même là-dedans qu'on va rentrer la donnée budgétaire. Et donc, comme tu dis, je pense, comme tu dis, c'est peut-être l'onglet caché qui va récupérer ensuite tout Ah, ça c'est dans soit une ça, matrice. soit on arrive à découpler la partie acquisition du budget en contraignant les utilisateurs à utiliser un peu plus des tableaux et en leur disant en échange, par contre, tout ce que vous avez créé en données budgétaires, votre avancée par rapport à votre B1, B2, B3 à l'année dernière, à l'année d'avant, tout ça, de toute façon, vous l'avez au niveau de votre BU dans un dashboard Power BI qui là pourra être très sexy. Et donc, on pourra dire, bah là, c'est bon, là, vous avez votre accès Power BI qui va venir remplacer ce que vous faisiez. Par contre, la façon dont on acquiert le budget, bah là, oui, ça ressemble un peu à des liasses, hein, mais en même temps, dans les outils de marché très structurés, EPM ou outils de remontée, bah, même si les éditeurs s'efforcent de faire une interface sympa pour la remontée décentralisée, ça ressemble quand même beaucoup à des liasses, hein. Et après, c'est le tableau de bord en Restit qui va être sympa pour l'utilisateur. Donc, je pense que la meilleure pratique, c'est quand même de réussir à faire comprendre aux utilisateurs qu'il y a 2 objectifs différents entre la remontée d'informations budgétaires pour une direction et le fait de piloter son pôle avec un dashboard, quoi. Ouais, ok. À mon avis, on doit plutôt prendre le sujet comme ça lorsque c'est possible. Ok, merci. Bon, bah, parfait. Bah, il y avait Guillaume, je crois, qui avait une question et puis après, je pense que ça va être bon. Ah, Jean-Pierre. Jean-Pierre est apparu en fin de meet-up.
Ah, on t'entend pas, Jean-Pierre, t'es en mute. Non. Guillaume, si tu veux poser ta question pendant ce temps. Moi, c'est bon. Hein. Ok, bon, bah, si tout est ok. Jean-Pierre, je sais pas si on va réussir à t'entendre. Non, c'est bon. J'ai des problèmes avec mon micro depuis ce matin. Ah, là, c'est bon. Top, ça avait l'air très bien, très enrichissant tous ces échanges. Et j'imagine hâte d'avoir un retour en présentiel pour continuer les échanges très riches là, avec beaucoup de questions. C'était très bien. J'ai essayé de lancer un petit appel à speaker ou en tout cas à la communauté nantaise en début de session. J'espère qu'il sera entendu parce qu'on a besoin de dynamiser un petit peu effectivement pour le retour en présentiel. C'est quand même plus sympa de gérer des événements en présentiel quand on est 2-3 qu'en organisant solo, quoi. C'est clair. Ben, j'espère que ton appel sera entendu. Espérons. Je vais peut-être arrêter l'enregistrement d'ailleurs. Hop. Tac. Et ben, bonsoir tout le monde.